Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Après une semaine qui a été historique, puisque pour la deuxième fois en moins d'un an, un gouvernement macroniste est tombé. Et nous savions toutes et tous que François Bayrou et son gouvernement allaient tomber. Mais ce qui est à noter, c'est l'ampleur de la chute de ce gouvernement, puisque 2/3 des parlementaires ont décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement Bayrou, ce qui montre à quel point Emmanuel Macron est illégitime à continuer coûte que coûte la même politique dont plus personne ne veut dans le pays. C'est d'abord, évidemment, pour ce qui s'est passé la semaine dernière, une victoire de la mobilisation populaire du 10 septembre, qui, avant même d'avoir commencé, a obtenu le départ de Bayrou, de Retailleau, de toute sa clique, et la défaite du pire budget austéritaire présenté au XXIe siècle. Le président de la République, qui décidément n'écoute rien ni personne, a décidé quasiment immédiatement de nommer Sébastien Lecornu comme Premier ministre, le seul homme qui a été ministre de tous les gouvernements macronistes depuis 8 ans, celui qui a enterré les revendications des Gilets jaunes, celui qui a envoyé le RAID et le GIGN contre le peuple guadeloupéen alors qu'il manifestait pour le droit à l'eau et le droit à la santé, celui qui incarne la complicité de la France avec le génocide toujours en cours à Gaza et qui est visé par une requête devant la Cour pénale internationale lancée par 114 avocats français pour complicité avec le génocide. Bref, celui qui porte toutes les marques de la violence de la Macronie contre le peuple depuis 8 ans. Ce qui a été réaffirmé fortement encore la semaine dernière par la mobilisation populaire, c'est que le peuple de France veut changer de politique, pas récupérer un clone de la politique macroniste. La nomination de Sébastien Lecornu est donc une provocation, et d'ailleurs le peuple ne s'y trompe pas, puisque Sébastien Lecornu est d'ores et déjà le Premier ministre le plus détesté de tout le règne macroniste. Il arrive l'exploit de faire pire que Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Barnier ou encore Bayrou. Alors, il se trouve que hier, par un coup de fil tardif à 21h, le Premier ministre a voulu nous proposer de nous inviter à Matignon pour mercredi matin. Bon, vous noterez quand même un sens du timing qui est quand même extrêmement méprisant. Et je réitère que les Insoumis n'ont absolument rien à négocier avec les macronistes et que les macronistes ont perdu les élections à 3 reprises, qu'ils n'ont aucune légitimité pour continuer une politique dont plus personne ne veut et que nous exigeons donc qu'ils se soumettent au vote de confiance du Parlement. Sinon, il connaîtra la censure dès le début de la session parlementaire. Je veux aussi noter pour ce début d'année le succès du mouvement du 10 septembre. Si on prend les chiffres de la police que nous contestons, si on prend ces mêmes chiffres de la police, alors on se rend compte que la mobilisation de mercredi dernier a été plus forte que toutes les mobilisations des Gilets jaunes à l'exception de la première. Et quand nous compilons les différentes données qui nous sont remontées, y compris par la presse, mais aussi par les syndicats, nous arrivons plutôt à une mobilisation de 500 000 personnes lors de cette mobilisation du 10 septembre. Et encore, cela ne compte pas les commerçants qui ont refusé d'utiliser la carte bancaire, celles et ceux de nos concitoyens qui ont fait la grève de la consommation, et ce malgré une répression extrêmement forte avec 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans le pays, c'est-à-dire un effectif de police ou de gendarmerie sur 3 qui était mobilisé pour réprimer les aspirations populaires avec des images comme des gaz lacrymogènes devant des écoles maternelles ou encore cet immeuble qui a été brûlé du fait d'une intervention policière alors que nombre de médias disaient pointer les manifestants dans ce feu. Cela augure du meilleur succès évidemment pour le 18 septembre et les Insoumis y seront évidemment présents en nombre. Vous aurez remarqué que le mot d'ordre du 10 septembre était celui-ci, grève, blocage, Macron dégage. Et nous sommes donc fiers d'avoir, nous, déposé une motion de destitution avec 104 parlementaires. Je rappelle que la dernière fois, nous étions seuls les Insoumis à la déposer et que cette fois-ci, ce sont les députés insoumis, mais aussi écologistes, ultramarins et communistes qui demandent le départ du président de la République. Et nous exigeons donc que Yaël Braun-Pivet réunisse un bureau pour pouvoir examiner et voter cette motion de destitution. Je rappelle que la dernière fois, c'est Marine Le Pen qui nous en avait empêchés. Je veux évidemment dire un mot, même si Alma Dufour en reparlera lorsqu'elle arrivera, du génocide à Gaza qui entre dans une phase d'horreur absolue avec les bombardements massifs qui ont eu lieu cette nuit sur la ville de Gaza, et ce, après que le secrétaire d'État américain ait assuré Netanyahou du soutien indéfectible des États-Unis. Avec un ministre de Netanyahou qui se réjouit de voir Gaza brûler,
je veux redire à quel point la responsabilité et notre responsabilité devant l'histoire est engagée, avec des puissants qui se rendent complices depuis 23 mois de génocide, et ce, alors que, je le rappelle, Netanyahou, après avoir occupé le Liban, occupé la Syrie, bombardé et frappé le Yémen, mais aussi l'Iran, a frappé la semaine dernière le Qatar, et que la semaine dernière, l'armée israélienne a commis le plus grand raid depuis 2001 en Cisjordanie, avec 1500 Palestiniens qui ont été enlevés. Et je veux dire à quel point nous avons honte d'avoir un président de la République qui pourrait agir et ne le fait pas, et ce, alors qu'aujourd'hui même, la commission de l'ONU sur les territoires occupés reconnaît officiellement et documente qu'il y a bien un génocide en cours à Gaza et qu'Israël commet un génocide. Évidemment, nous sommes du coup d'autant plus fiers d'avoir 5 parlementaires qui participent à la flottille, Rima Hassan, Emma Fouro, Thomas Porte, Marie Mesmer et François Pigmal, et Alma Dufour la rejoindra aussi, elle vous en parlera tout à l'heure. Évidemment, quand je dis notre responsabilité devant l'histoire est engagée, c'est que la reconnaissance de l'État de Palestine n'a aucun sens sans sanctions, sans embargo sur les armes, sans stopper Netanyahou, sinon cela ne servira qu'à reconnaître un cimetière. Enfin, je veux juste vous signaler que nous serons plusieurs parlementaires, dont moi-même, à participer à la manifestation du futur qui aura lieu samedi à Bure. Je cite les organisateurs, c'est tout à la fois le passé, le présent et le futur que le monstre vorace CIGEO exproprie et confisque pour une éternité. Je rappelle que c'est un projet d'enfouissement de déchets radioactifs pour 100 000 ans au moins, qui n'est toujours pas techniquement assuré et dont le coût s'élèverait maintenant à 37 milliards d'euros, avec une mobilisation qui sera évidemment déterminante puisque le gouvernement veut commencer des travaux dès 2027, déterminante aussi puisque le Cornu à Matignon est un pro-nucléaire connu qui lui-même s'est occupé du dossier de Bure, mais ça sera aussi l'occasion de célébrer une défaite de la Macronie et de l'autoritarisme de la Macronie, puisque en juin dernier, les militants contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires ont été relaxés, ont eu une relaxe totale, et ce, alors qu'ils ont eu 8 ans de procédure, une association de malfaiteurs contre eux, des interdictions de territoire, des moyens antiterroristes, des dizaines de milliers de conversations interceptées, soit l'équivalent de 16 années cumulées d'écoute, et plus d'1 million d'euros engagés par l'État. Et je rappelle que Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, disait que la France est le pire pays d'Europe concernant la répression policière des militants environnementaux. Et je vais passer la parole à Aurélie Trouvé. Bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je vous fais un point qui concerne particulièrement la Commission des affaires économiques que je préside, parce qu'il va se passer au mois de septembre un certain nombre d'initiatives. D'abord, évidemment, le début des débats, des discussions sur la pétition contre la loi du plomb qui, vous savez, a réuni plus de 2 millions de signatures, qui enclenche une procédure absolument inédite à l'Assemblée nationale. Et donc, dès demain, il y aura un vote pour le classement ou la poursuite de l'examen de cette pétition en commission des affaires économiques. Puis, si le vote est positif, eh bien, il y aura un examen de cette pétition en commission et on verra si on arrive jusqu'à un débat en hémicycle, ce qui évidemment n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Tout cela reste évidemment d'actualité puisque, comme vous le savez, il n'y a qu'une toute petite partie de la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs grâce à notre recours de la France insoumise notamment et un certain nombre d'écologistes et de communistes au Conseil constitutionnel. Mais il reste la quasi-totalité, le reste de la loi, notamment sur la question de l'eau, sur la question des méga-bassines, des fermes-usines, etc., avec un certain nombre de réserves d'ailleurs de la part du Conseil constitutionnel. Et puis surtout, il reste aussi tout le problème de la consommation d'aliments traités avec de l'acétamipride en France, puisqu'il rentre en France énormément de noisettes traitées avec l'acétamipride. Je pense évidemment au Nutella, un certain nombre d'aliments. Donc évidemment, il y a des débats qui auront lieu à ce propos, surtout que, et j'arrive au deuxième sujet, nous entrons aussi dans une période absolument critique en ce qui concerne l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, surtout que le gouvernement macroniste, démissionnaire maintenant, est en train de flancher tout simplement et d'abandonner les éleveurs, d'abandonner tous ceux qui luttent contre cet accord avec le Mercosur.
le 23 septembre, il y aura une audition très importante de tous les syndicats agricoles dans la commission des affaires économiques. Quelques jours après, une mobilisation d'un certain nombre de syndicats agricoles contre le Mercosur. Je suis aussi en train de contacter un certain nombre d'homologues européens des commissions affaires économiques d'autres assemblées en Europe pour évidemment échanger et puis faire pression, tenter de dissuader les homologues européens. Par exemple, demain, nous avons des rencontres avec nos homologues finlandais. J'irai cet après-midi également, je mènerai la délégation de la Commission des affaires économiques au Salon de l'élevage à Rennes. Je sais à l'avance que tous les éleveurs qui seront présents nous diront à quel point ils subissent la politique de libéralisation des échanges menée tambour battant, accord de libre-échange après accord de libre-échange signé par le gouvernement macroniste. Mais c'est le cas sous la présidence Macron, comme ça a été le cas sous la présidence Hollande ou sous la présidence Sarkozy. Il est temps d'en finir avec les accords de libre-échange et avec la concurrence absolument déloyale et délétère qui sont menées depuis bien trop longtemps. Dernier tout petit point, si jamais certains voudront en discuter. Je vous informe juste que demain également a lieu l'audition de M. Saadé, patron de CMA-CGM, en commission des affaires économiques. Voilà. Merci beaucoup. Éric Coquerel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de budget. On est dans une situation qui rappelle étrangement, mais des mois avant, ce qui avait prévalu pour le gouvernement Bayrou I en février dernier, c'est-à-dire que le gouvernement se retrouve avec un peu un qui tout double, enfin plutôt Emmanuel Macron, c'est-à-dire que soit son budget passe d'une manière ou d'une autre, et il peut espérer tenir jusqu'en 2027 avec une politique économique assez catastrophique pour le pays, soit son budget est censuré et il y a de forts à parier qu'on ait un retour aux électeurs. Vous savez que pour notre part, nous souhaitons que ce soit des élections présidentielles. Donc voilà un peu le cadre. Et dans cette situation, bien évidemment, contrairement à ce que peut dire M. Lecornu, la question pour le gouvernement n'est pas d'essayer de faire en sorte qu'une partie des oppositions vote le budget. Ça, je pense qu'il a compris que c'était inatteignable, mais tout simplement ne censure pas en cas de 49.3, dont il a dit ce week-end dans l'interview à la presse régionale, suite à une demande des socialistes qui disaient déjà, comme il l'avait fait avec Bayrou, que leur première condition, c'était pas de 49.3. Il a répondu évidemment que si c'était nécessaire, il y aurait un 49.3. Donc on peut déjà annoncer que ce budget, si ce gouvernement n'est pas censuré par une censure préalable en cas de vote de non-confiance, comme nous souhaitons le faire, ce budget finira sur un 49.3. Bon, la situation, donc, en termes de ce qui est mis sur la table, on a compris, pour essayer de faire en sorte que le groupe socialiste ne vote pas la censure. Je dis le groupe socialiste parce que depuis ce week-end, a priori, il apparaît quand même que du côté RN, on est bien décidé à le faire. Donc ça va manifestement être le groupe socialiste qui va être un peu l'élément, j'allais dire, qui va dans un sens ou l'autre. Bon, on a compris ce que le gouvernement met sur la table. Bien. En gros, il va sortir une sous-taxe Zuckman, taxe Zuckman Canada Dry, j'appellerais ainsi, qui a l'apparence de la taxe Zuckman, mais qui n'est pas la taxe Zuckman. C'est-à-dire, et sur lequel d'ailleurs François Hollande, ce week-end, dans une interview, a indiqué, envoyé quelque part au gouvernement le signe de son accord. Et on se souvient que la dernière fois, lors d'une discussion avec François Bayrou, c'est d'abord François Hollande qui avait justement mis ses bases. C'est-à-dire une taxe Zuckman qui est à 0,5 et non pas à 2% du patrimoine et qui exclut quasiment tous les biens professionnels, voire l'ensemble des biens professionnels, ce qui fait que ça perd absolument l'intérêt de la taxe Zuckman. Je rappelle que la taxe Zuckman, c'est une taxe qui vise à corriger le fait que sur les revenus des ultra-riches, ceux-ci arrivent à contourner l'impôt en transférant en réalité, d'une certaine manière, leurs revenus vers leur patrimoine professionnel, ce qui leur permet, puisque le capital est beaucoup moins taxé que le travail, et notamment les actions, ce qui leur permet de passer à travers quasiment la moitié de l'impôt qu'ils devraient payer. Bien. Donc, si on dissocie les biens professionnels, cette taxe Zuckman n'a plus guère d'intérêt. Il y a même une étude du CAE, qui
Oui, excuse-moi. Merci. Conseil d'analyse économique, j'ai eu un trou, merci Mme la Présidente, qui rappelle qu'une taxe qui rapporte moins de 75% du rendement espéré, finalement, est une taxe qui ne servait à rien. Or, ça sera à peu près le cas de cette taxe à 0,5. Donc, c'est ça qu'ils vont mettre sur la table. Bien, on le sait. Après, ce qu'il va y avoir, comme le groupe socialiste l'a demandé, une baisse des dépenses publiques, il y en a déjà une, puisque les 2 jours fériés qui étaient demandés comme effort aux salariés en moins ont été supprimés. Bon, c'est pas un étonnement. Moi, je considère que François Bayrou avait mis ces 2 jours comme l'heure pour pouvoir négocier par la suite, tellement c'était énorme. Et ces 2 jours fériés, ça rapporte 4,5 milliards. Donc 44 milliards moins 4,5, on est à 39,5. J'ai vu que Mme Braun-Pivet, hier, estimait que si on était à 38, ça serait raisonnable. Et comme de toute façon, tout ça est fait par rapport à une croissance tendancielle qui est quand même relativement subjective des budgets, tout laisse à penser qu'ils vont peut-être pouvoir afficher à la fin un chiffre de ce type, bon, qui sera mis là aussi dans la balance, en rappelant une chose, c'est que ça fait maintenant 2 ans qu'ils nous font le coup, et puis après, ce qu'ils font, c'est que dans l'année, ils gèlent, ils annulent des budgets, presque immédiatement. Je rappelle que cette année, par exemple, ils auront déjà annulé ou gelé près de 15 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget 2025 qui avait été voté. Donc tout ça, j'allais dire, tout ça n'a... si on arrive avec un budget où on a une sous-taxe Zuckman et on a un peu moins de baisse de dépenses publiques, en sachant qu'ils sont prêts ensuite à rectifier le tir, en disant « Ah, mais les déficits, finalement, sont plus importants que prévu, donc il faut le faire », tout ça ne change pas la donne. Et la donne, c'est quoi ? C'est que c'est des politiques qui continuent la politique d'offre et de compétitivité et qui ne touchent que de manière marginale le coût du capital, c'est-à-dire ce qui coûte trop cher au pays maintenant depuis 2017 et qui prive l'État de plus de 60 milliards de recettes par an, accroissant les déficits. Et vous connaissez la suite, pression avec les agences de notation sur le fait que, oui, il faut vraiment baisser les dépenses publiques. Donc voilà le canevas. Je suis, pour ma part, persuadé que Emmanuel Macron ne veut pas changer sa politique économique, qu'il n'y aura donc pas, sauf à la marge, comme je viens de le dire, et de manière cosmétique, comme l'avait fait François Bayrou, si vous vous souvenez, avec la promesse de ne pas supprimer 4000 postes d'enseignants, il n'y aura pas de modification de son budget. Donc la question pour toutes les oppositions, elle est maintenant posée. Bon. Et pour notre part, nous ne croyons pas non plus, parce que ça, nous l'avons expérimenté, j'ai cru comprendre que les socialistes se préparaient à ça, nous ne croyons pas non plus au Parlement pouvant transformer le budget. L'an dernier, on a joué le jeu, c'est ce qu'on a dit. On a dit, on va transformer ce budget, on va le rendre NFP compatible. On l'a fait, on a voté plus de 60 milliards de recettes en plus. Le bilan, c'est qu'ils sont passés par 49.3 et qu'ils n'ont rien retenu de ce qui avait été voté. Donc, on est échaudé. Cette voie-là ne fonctionne pas. Je crois donc que pour le bien du pays, la seule voie possible, c'est évidemment d'abord de se poser au budget, de ne pas essayer de négocier et de sauver le macronisme jusqu'en 2027, et ensuite, au moment où il y aura un 49.3, et avant, puisque nous proposons un 49.2, mais si jamais ce n'était pas voté à ce moment-là, de manière évidente, de voter la censure de ce gouvernement, parce que, je le répète, et je terminerai là-dessus, ce budget n'est pas seulement injuste, il n'est pas seulement inégal, c'est qu'il produit en réalité dans ce pays une catastrophe économique. Voilà. La question n'est pas ce que dit l'agence Fitch, parce que l'agence Fitch, notamment quelque part obéissant finalement à l'espèce de chantage de François Bayrou, qui a présenté une situation absolument catastrophique de la dette et qui a joué les marchés contre le pays, finalement, ce n'est pas tellement la question financière qui est posée, c'est que la question économique, par contre, est en train de nous mettre dans une situation où l'augmentation des déficits n'est pas la pire des conséquences. La pire des conséquences, c'est que l'industrie pèse moins de 10% du PIB, c'est que le taux de pauvreté explose, c'est que la consommation intérieure, qui est le feu de l'activité économique en France, est en train de baisser, tous les indicateurs le montrent, et que le chômage remonte. Bien, c'est ça le problématique, c'est-à-dire que nous, ce n'est pas une crise financière dans laquelle nous allons, c'est une crise économique et sociale d'ampleur certainement inédite si on applique cette politique. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que tout ça s'arrête. Voilà. Merci. Alma Dufault, pour terminer. Oui, non, je serai très brève. C'est juste pour vous présenter
pour vous expliquer en fait ce qui se passe exactement avec les flottilles humanitaires qui sont en route vers Gaza et la participation des députés et eurodéputés de la France Insoumise à ces initiatives. Donc, comme vous devez le savoir, il y a une flottille internationale qui s'appelle la Global Sumud Flotilla qui est en route à l'heure actuelle avec plusieurs lieux de départ, que ce soit de la Tunisie, de la Grèce, mais aussi de l'Italie. À son bord se trouvent 2 eurodéputés, donc Emma Fourreau et Rima Hassan, ainsi que 3 députés nationaux, François Piquemal, Marie Mesmer et Thomas Porte. Si c'est moi qui vous fais la présentation aujourd'hui, c'est parce que je vais rejoindre une seconde flottille qui s'appelle Thousand Madlins to Gaza, accompagnée notamment du vainqueur de la nouvelle saison de Nouvelle École et d'artistes dont on attend les noms, dont le but est de rejoindre la Soumoud en pleine mer, effectivement pour grossir encore le nombre de bateaux qui essayeront de forcer le blocus humanitaire à Gaza. Donc je serai à bord de cette flottille-là. Si nous sommes aussi nombreux de la France Insoumise, parce que je vois aussi remonter les questionnements sur le fait qu'il y ait autant de gens, déjà c'est parce que, par exemple, je vous fais le retour que Thousand Madlins to Gaza a proposé à d'autres groupes politiques d'envoyer des représentants et personne ne s'est dévoué. Et que, en fait, comme ce sont beaucoup de bateaux, chaque bateau a idéalement besoin de la protection d'une personne élue pour la protection des passagers, puisque comme vous le savez aujourd'hui, le contexte durcit. Nous sommes aujourd'hui au début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne à Gaza City. Le gouvernement israélien a exprimé très clairement le fait que les prochaines flottilles, dont la Soumoud et Thousand Madlins to Gaza, ne seraient pas traitées comme les flottilles précédentes, et que les participants devaient s'exposer à de la prison à durée indéterminée, y compris dans les lieux de prison politique où sont retenus aujourd'hui des milliers de Palestiniens. L'ambassadeur israélien en France a également émis des menaces très claires, puisqu'il a souhaité aux députés, notamment donc à mes collègues, bonne chance pour rester en vie, donc ceci sur un plateau, sans que ça n'ait entraîné aucune réaction ni du Quai d'Orsay ni du président de la République. Nous sommes particulièrement inquiets du manque de réaction de notre gouvernement, sachant que la Belgique et l'Espagne ont octroyé la protection diplomatique aux ressortissants de leur pays qui se trouvent actuellement et dans le futur sur les flottilles humanitaires. Ce n'est pas le cas de la France, et donc il ne s'agit pas que de l'avis des députés de la France Insoumise, mais aussi de l'avis de très nombreux jeunes humanitaires, activistes, médecins, artistes, comme je l'ai dit, qui pourraient être en jeu si la France ne durcit pas le ton et n'exprime pas très clairement que protection doit être donnée aux ressortissants français dans le cadre d'une mission humanitaire qui, je le rappelle, est parfaitement légale, puisque même tous les États ont le droit de forcer un couloir humanitaire en cas de grave atteinte aux droits humains, et puisque vous le savez aujourd'hui, la situation à Gaza est qualifiée de risque potentiel de génocide par la Cour internationale de justice dans une ordonnance en référé. Elle est toujours en train de juger au fond de la situation. Plus de 200 experts reconnaissent le génocide aujourd'hui, y compris des ONG israéliennes. Plus personne ne doute vraiment de la réalité de la situation. Quant à l'ONU, elle a décrété l'état de famine et de mort imminente par famine de 500 000 Gazaouis. Donc voilà, on en est là, et c'est pour ça que les flottilles grossissent en nombre et se rapprochent dans le temps. Donc je remercierai la presse, les médias de nous donner le minimum d'attention possible sur ce qui est en train de se passer, puisque le fait que 2 bateaux de la Global Sumud Flotilla aient été visés par des drones dans les eaux tunisiennes, donc des drones de l'armée israélienne, et qui ont occasionné la destruction des bateaux et qui auraient pu entraîner la mort de l'équipage, n'a absolument pas été couvert par les médias nationaux. Donc voilà, il s'agit d'enjeux de vie et de mort. Et donc, nous vous demandons aujourd'hui de soutenir la démarche des humanitaires et des élus, voilà, dans une démarche qui est purement de lever un blocus humanitaire qui est en train de causer la mort de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Je vous remercie. Merci. Question.
Oui. Par rapport au 18 septembre, vous appelez à grossir la mobilisation. C'est sous quelle forme précisément? Vous m'avez entendu, vous voulez que... Oui, non, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, pour LCP, merci. Sébastien Lecornu a annoncé mettre fin aux privilèges des anciens premiers ministres, à vie. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin, les supprimer davantage? Est-ce qu'il faut regarder aussi, parce qu'on sait que parfois c'est une demande aussi qu'on regarde les députés, est-ce qu'ils ont des privilèges, des avantages? Voilà, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que... C'est bon? Il y en a une. Et sur la destitution, qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait cette fois être votée alors qu'elle avait été rejetée? Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites toujours par Marine Le Pen, ça a été rejeté en commission, si je me souviens. C'est un vote de la commission des lois qui l'a rejeté. Ok, alors, vas-y Alma, peut-être sur le départ d'abord. Alors, je vais vous décevoir, je ne peux pas vous dire ni quand ni où. Et encore une fois, il faut bien que vous compreniez, c'est pour des raisons de sécurité, puisque les bateaux sont régulièrement l'objet de tentatives de sabotage. Là, encore une fois, c'est très peu couvert par les médias, mais il faut que vous compreniez que notre collègue Gabriel Catala, par exemple, qui était sur la précédente flottille, ils se sont fait, en fait, il y a eu des bidons d'acide sulfurique qui se faisaient passer pour des bidons d'eau qui ont été livrés à la flottille. Ça a entraîné un blessé grave, ça aurait pu être bien pire. Donc en fait, si nous tenons secret les lieux de départ et les dates de départ, c'est pour éviter non seulement que l'échec de la mission, mais aussi des sabotages qui peuvent entraîner des blessés graves, voire des morts. Donc je ne peux pas vous dire là aujourd'hui. Quand nous partirons, vous le saurez assez vite néanmoins, puisque c'est quand même dans un délai proche. Merci. Sur la question des prix, alors pour les ministres, lors de la discussion de la commission mixte paritaire pour le budget, moi j'avais voté et on avait soumis un amendement effectivement sur les avantages des premiers ministres. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas tout globaliser, parce que je vous fais remarquer que ce que vous appelez les avantages des députés, par exemple, ont été très largement rabotés, d'ailleurs, on peut estimer que c'est normal, et que donc tous les élus ne sont pas sur le même niveau. Et par exemple, pour notre part, nous avions refusé les budgets de rigueur, on va appeler ça, proposés par le gouvernement et acceptés par la questure, qui visaient à faire en sorte que les budgets de l'Assemblée nationale ne suivent pas l'inflation. Voilà. Parce qu'on estimait que sinon, à un moment donné, c'est la démocratie qui va coûter trop cher. Ils n'ont pas l'analyse comme quoi l'Assemblée nationale est dispendieuse sur ses moyens. Donc l'idée comme ça des privilèges des élus de manière globale, je pense que ça se détermine selon les véritables privilèges. Et ça, c'est clair qu'au niveau de l'exécutif, et plus encore, ce que nous avions souligné, au niveau du président de la République, qui a vu ses financements absolument exploser depuis 2017, là, évidemment, il y a des choses qui peuvent être limitées. J'ai juste oublié de vous dire une chose sur le budget tout à l'heure, et du coup, j'en profite. C'est que nous allons présenter fin septembre, début octobre, non pas un contre-budget, dans le sens où il ne s'agit pas pour nous de mettre sur la table des choses qui pourraient être une base de négociation avec le gouvernement, mais plutôt un budget, un document global économique budgétaire sur lequel, qui pourrait, par exemple, nous permettre de gouverner. Le mieux, ce serait en président le pays pendant 5 ans, donc quelque chose de plus global que je coordonne notamment avec Aurélie Trouvé et d'autres membres du groupe. Voilà, et donc vous aurez des nouvelles à ce moment-là. Merci. Alors, sur la question qui a été posée pour savoir si nous allions quand même nous rendre au rendez-vous à Matignon, évidemment, la réponse est non. Quand je dis que nous n'avions rien à négocier avec la Macronie, Sébastien Lecornu est en train de négocier avec des groupes pour voir quel pourrait être un accord de non-censure. Et nous, évidemment, nous allons le censurer. Et je rappelle que nous avions fait exactement la même chose avec François Bayrou, puisque dans toute démocratie, un Premier ministre doit se soumettre au vote de confiance. Et donc, nous demandons que, comme François Bayrou, il y a une semaine, il se soumette lui aussi à un vote de confiance. Sinon, nous lui imposerons la censure avec, vous savez, une motion de censure spontanée au titre de l'article 49.2 de la Constitution. Sur la question du 18 septembre, sur quelle forme vont prendre la mobilisation du 18 septembre. Alors d'abord, vous savez que l'intersyndicale, dans son entièreté, appelle
notamment à faire grève lors de cette journée-là. Donc nous appuyons évidemment les grèves qui seront lancées, mais j'espère qu'il y aura une jonction, et je le crois, avec le mouvement du 10 septembre, avec des formes renouvelées de lutte, notamment de blocage, qui pourront se faire ce jour-là. Et je veux noter que la semaine dernière, ce qui était extrêmement frappant dans la mobilisation qu'il y avait, c'était notamment la présence très forte de la jeunesse et notamment de jeunes femmes dans les mobilisations, ce qui est, à mon avis, assez notable, puisque, comme vous le savez, généralement, quand les femmes s'y mettent, eh bien, c'en est fini du régime qui continue. Donc, il y aura différentes formes. Évidemment, nous serons en appui de ces formes de mobilisation qui visent là aussi à dire qu'il faut un changement de politique et pas juste un changement de tête à la tête du gouvernement. Enfin, sur la question de la destitution. Alors, effectivement, la dernière fois, donc c'est la première fois de toute l'histoire de la Ve République qu'une motion de destitution était jugée recevable au bureau. Ensuite, elle a été examinée en commission, où effectivement, elle a été battue. Mais je rappelle que dans la procédure, le fait qu'elle ait été battue en commission n'empêchait pas qu'elle soit discutée en hémicycle. Et c'est donc un vote qui s'est passé au moment de la conférence des présidents, où Marine Le Pen a refusé de voter pour l'inscription de la motion de destitution dans l'hémicycle, qui a fait basculer le vote sur le contre, et donc qui a empêché que chacun et chacune, aux yeux de tous les Français et Françaises, puissent discuter et voter sur la motion de destitution. Alors, on sait pourquoi elle a fait ça. Elle l'a fait parce que sinon, ce serait beaucoup vu que lors de cette commission, ils ont refusé de voter la destitution du président de la République et que, comme par 8 fois, quand ils ont refusé de voter la motion de censure contre M. Bayrou, Marine Le Pen et ses amis ne sont que l'assurance vie du système. Alors, pourquoi est-ce que ça changerait par rapport à l'année dernière ? D'abord parce que nous ne sommes plus dans la même situation. Nous avons fait chuter 2 gouvernements en moins d'1 an et nous n'allons pas vivre dans un pays au rythme d'un gouvernement tous les 3 mois, d'un gouvernement tous les 2 mois. Et donc, là encore, lorsque vous voyez 2 tiers des parlementaires qui votent contre la confiance à François Bayrou, eh bien, vous avez une illégitimité du président de la République à continuer coûte que coûte une politique, alors que, je le rappelle, il a été sévèrement battu aux dernières élections. Et j'observe que plus de monde s'exprime maintenant pour dire qu'effectivement, le président de la République doit partir. Alors nous nous laissons le choix, il peut être destitué, il peut aussi démissionner, mais en tout cas, tout le monde comprend qu'il y a un problème dans ce pays et qu'il s'appelle Emmanuel Macron. Donc j'observe qu'il y a plus de voix, j'observe que la dernière fois nous étions 71 et que cette fois-ci nous sommes 104 députés à demander la destitution du président de la République. Et donc chacun et chacune prendra ses responsabilités. Mais je vous alerte, si Yaël Braun-Pivet refuse pour l'instant de réunir le bureau, c'est parce qu'elle espère qu'avec le nouveau vote du bureau le 1er octobre prochain, peut-être qu'une composition différente donnerait un résultat différent sur la recevabilité de la destitution. Et donc, nous réitérons notre demande qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour et ensuite, chacun des groupes se positionnera. Merci à vous.